Chers téléspectateurs, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Angle de vue à la découverte d'une personnalité que vous pensez déjà connaître. Et ce soir, nous recevons une survivante d'inceste. Elle a transformé la blessure en courage et l'indicible en combat pour libérer la parole des victimes. Fabienne Sainte-Rose, bonsoir et merci d'avoir accepté cette invitation. Bonsoir et merci pour l'invitation. À travers vos différents engagements que nous allons voir multiples et variés, vous brisez le silence au nom de toutes les victimes d'inceste et de violences sexuelles. Sachant que la première voix qu'il a fallu libérer a été la vôtre, Fabienne Sainte-Rose, après avoir vécu l'innommable pendant les années où votre père a abusé de vous. Avant de rouvrir aussi ce chapitre douloureux et de voir la reconstruction, la difficile reconstruction après ce genre de traumatisme, nous allons d'abord revenir à vos origines. Vous êtes né à la maternité de Fort-de-France le 27 septembre 1974. Vous êtes la 7e d'une fratrie de 10 enfants, 5 filles, 5 garçons. Votre maman est marchande de poissons et elle élève seule ses 10 enfants. À quoi ont ressemblé les premières années de votre vie au sein de cette fratrie nombreuse ? J'ai envie de dire, malheureusement, à cause de toute la violence que j'ai subie aussi, j'ai très peu de souvenirs. Du coup, ce sont mes frères et sœurs qui me racontent. Donc, je suis née effectivement à la maternité de Fort-de-France, mais mes 4 premières années, je les ai passées à Sainte-Luce. Donc, et j'habitais au bord de mer, parce que ma mère était marchande de poissons. Celui qu'elle avait épousé, M. Sainte-Rose, lui était marin-pêcheur, et mon dit père était professeur, professeur de sport, et il avait aussi un club nautique. Donc, ces premières années à Sainte-Luce me laissent... donc, les rares souvenirs que j'ai sont quelques photos. Oui. Et déjà, on était une famille plutôt pauvre, même si ma mère travaillait en tant que marchande de poissons et son mari était marin-pêcheur. Donc, c'était aussi l'époque de la Martinique, hein. Et donc, j'ai pas beaucoup de souvenirs de ma petite enfance. Et les rares souvenirs que j'ai, c'est, je crois que j'en porte encore la trace. J'étais tombée du lit, je dormais avec ma sœur aînée, Marie-Flore, qui est décédée quand j'avais 10 ans, elle en avait 20. Et je voulais dormir absolument avec elle et je suis montée dans son lit et je suis tombée, je me suis ouvert la carde et du coup, j'ai la cicatrice toujours. Donc, toujours des blessures, mais voilà quoi. Donc, Sainte-Luce, de mes 0 à 4 ans à Sainte-Luce. Après, de mes 4 ans à 18 ans, Rivière-Salée. À Rivière-Salée, c'est ça. Toute la famille donc, a déménagé à Rivière-Salée aussi lorsque votre maman, Nadiège, aussi a quitté son compagnon de l'époque, qui était violent avec elle. Vous avez poursuivi votre scolarité maternelle à Rivière-Salée, jusqu'au collège d'ailleurs, puis ensuite vous avez été au lycée de Bellevue. Vous êtes une élève brillante, ce qui encourage d'ailleurs en fait votre mère à vous présenter à votre père, que vous ne connaissez pas à cette époque-là, puisque comme elle a déjà, elle a 10 bouches à nourrir, elle voit votre potentiel justement concernant les études, et en fait c'est là qu'elle se dit, mais je vais lui demander son aide, je vais aussi lui confier notre fille afin qu'il m'aide dans son éducation. C'est comme ça que s'est fait la rencontre. Donc ma mère je tiens vraiment aussi aujourd'hui à l'honorer parce que Nadiège Ruffin, qui a 78 ans aujourd'hui et qui est malheureusement couchée dans un EHPAD, a été une femme qui s'est longtemps battue, d'accord? Parce qu'elle-même, elle a été victime quand elle avait 9 ans. Elle a été enlevée et violée par des hommes à Rivière-Salée. Et quand elle s'est mariée et que son propre mari a commencé effectivement lui aussi comme on dit chez nous, à toucher aussi ma sœur aînée qui est morte. Donc c'est pour ça qu'elle est partie on était 8 au départ. Donc, oui, elle a eu ce courage-là en tout voilà, cas. Elle a ramassé ses 8 enfants et elle est partie. Et donc on est revenu parce qu'elle est de Rivière-Salée. Donc, ma grand-mère, c'est Élisabeth Eugénie, et de la famille de Georges-Élisabeth, qui a été mère aussi à Rivière-Salée. Et donc, elle est revenue chez sa mère avec nous 8, et donc on a dû galérer. Donc, on a poursuivi notre vie de galère à Rivière-Salée. Et donc, j'ai été scolarisée à l'école maternelle de Rivière-Salée, je pense, en seconde année de maternelle. Et après, à l'école de filles, puisqu'il y avait l'école des garçons et l'école de filles, même si c'est déjà mixte. Et puis, j'ai fait mon collège
de ma 6e à ma 3e, difficilement au collège de Rivière-Salée. Vous avez 11 ans quand vous rencontrez votre donc, père. Oui, donc ma chère maman, même si du coup j'ai découvert à 34 ans qu'elle-même avait que j'étais le fruit, pas le fruit de la passion comme elle me l'a fait croire, mais le fruit d'un viol, puisque au moment du procès, je découvre du coup en 2008, et mon père qui raconte que comme ma mère n'avait pas d'argent pour payer la course, donc il l'a prise dans la voiture, il l'a violée. Dans la voiture, il n'a pas utilisé le mot viol, bien sûr. Hein. Et mais malgré cette conception, on va dire, forcée et douloureuse, mais elle revient quand même vers lui quand j'ai 11 ans, quand elle voit effectivement que sur les 10, je suis la seule à, comme on disait en créole chez nous, à promettre. Donc c'est comme ça, on disait en créole, qu'à promettre. Et elle s'est dit, lui, il est professeur, c'est un homme politique, même s'il est marié, il a ses 3 enfants, mais il va aider. Ce serait bien qu'il l'aide, quoi. Oui, voilà, qu'il pourvoie à votre éducation. Les viols commencent tout de suite. Ouais. Donc, ce qui est assez extraordinaire, hein, donc moi j'étais super contente que ma mère organise ce rendez-vous avec lui, puisque même si je ne le connaissais pas physiquement, mais je le voyais à la télé. Et ma mère, elle a toujours dit, c'est Émile Largène, ton père. Et même si c'est Monsieur Saint, tu portes le nom de Sainte-Rose parce que tu es né dans le mariage. Donc, du coup, j'ai l'habitude de dire que je suis un double échecon. Et quand elle m'a emmenée chez lui ce mardi où j'étais tout de rouge vêtue, tout ça, j'étais super contente. Et puis j'imagine que vous fantasmiez aussi cette image du papa que vous voyez dans la presse. Complètement naïve, contente, joyeuse, enfin, parce que du coup, à l'école, au collège, j'étais quasiment la seule à ne pas avoir de père. D'accord? Même si on nous dit aujourd'hui qu'il y a 39% de familles monoparentales en Martinique, mais je sais que quand j'étais au collège, j'étais la seule à ne pas avoir de père à la maison. Et donc ma mère, elle me présente mon parcours, tout ça. Elle dit même, Fabienne, elle s'est élevée toute seule. Et puis il dit à ma mère dans l'échange, oui, je vais montrer quelque chose à Fabienne. Donc je le suis et il m'emmène au sous-sol de sa maison où il y avait un jardin. Et il me plaque contre le mur et il me dit, t'as déjà vu un père amoureux de sa fille? Et c'est là qu'il a commencé. Voilà. Et ça va durer jusqu'à vos 17 ans, à chaque fois que vous allez passer un week-end chez lui ou sur les périodes de vacances scolaires. Et d'ailleurs, votre père vous explique que la situation est tout à fait normale. Voilà, donc quand il fait ça, il me plaque contre le mur et je remonte après. Et ma mère, elle voit qu'il s'est quand même passé quelque chose. Je reviens toute rouge, mais je ne peux pas lui dire. Hein, je ne peux pas lui dire. Pourquoi vous ne pouvez pas lui dire? Parce que m'en choquée. Et ma mère, même si aujourd'hui elle est grabataire du haut de ses 78 ans, quand elle me l'a présentée, elle abordait les 40 ans, c'était une femme obèse, autoritaire, donc on n'évoque pas ce genre de choses. Vous aviez peur qu'elle vous le reproche? J'avais peur de ma mère, point final. Ma mère, elle nous a élevés dans la terreur. Hein, c'est pas compliqué. Hein, quand vous avez 10 enfants, parce que moi, je suis la 7e, mais avant moi, mon grand frère, il a 1 an de plus que moi. D'accord, Rodolphe. Après moi, il y a un autre petit qui a 1 an de moins que moi. Donc voilà, les écarts sont très rapprochés. Donc moi, je disais qu'on était les 10 petits esclaves. Donc c'était militaire. Ouais. Donc pas du tout à peine, quoi. Donc on n'a pas le temps de faire de sentimentalisme. Et donc je lui ai pas dit ni sur le moment ni après, mais toutes les fois où il fallait y aller, je disais que je voulais pas aller, je pleurais, je me mettais dans tous mes états, mais du coup, moi, après un coup de là, coup de crachat, coup de siphon aussi pour oui, il faut que tu y ailles. Elle comprenait pas, quoi. Oui, parce que pour elle, c'était aussi vous faire un cadeau que de vous faire aider justement par ce monsieur qui était censé. Du coup, ce que j'ai aussi compris, elle me l'a dit aussi toutes les fois où ça lui permettait de se rapprocher aussi de lui. Donc c'est là aussi qu'on comprend toute la dynamique de l'emprise et des violences conjugales, d'accord? Même si elle n'était pas en couple avec lui, mais quand on a été, quand on est dans des relations
telle que celle-là, on ne s'en sort pas comme ça. Donc, ma mère, elle était aveuglée par sa propre souffrance, par ses difficultés financières, et elle ne voyait pas. Sauf qu'un jour, quand même, elle m'a sorti, parce que quand je revenais de chez mon père, qui organisait des ateliers nautiques, puisque c'était un professeur de sport, mais qui avait aussi un club nautique. Un jour, quand je revenais des après-midi avec lui, je passais beaucoup de temps sous la douche. Et elle a fini par me dire un jour, « Ok, dis-moi si papa, c'est normal. » Parce qu'à chaque fois, on a viré, on a arrêté en l'eau, on a baigné encore. Donc, tu me diras si ton père, c'est un homme. Parce qu'à chaque fois que tu sors, tu reviens avec lui, tu restes sous la douche. Donc, elle a supputé quelque chose, mais jamais elle ne s'est dit que c'était ça, quoi. Oui. En tout cas, elle n'a pas crevé l'abcès, cherché à crever l'abcès à cette époque-là. Toujours est-il que vous, c'est au lycée, en fait, que vous découvrez aussi les mots viol, inceste. Donc, ce qui se passe aussi pendant cette période, mon père, il est aussi inquiété. Il y a eu une affaire. Il y a une jeune fille de 13 ans. Ses parents ont porté plainte contre lui. Et c'était, à l'époque, mon ex-belle-mère, Hélène Robineau, qui était son avocate. Et il y a eu cette procédure, donc, où, voilà, il était inquiété, en tout cas poursuivi pour des faits de viol envers cette jeune fille de 13 ans qui était enceinte. Mais ce premier, on va dire, cette première affaire a été pas classée sans suite, mais voilà, les parents ont retiré Ça a été étouffé. Voilà. Enfin, en tout cas, ils ont trouvé un arrangement. Voilà, et ça s'est en tout cas retrouvé en tout cas dans le procès quand j'ai porté plainte. Et le terme inceste, je le découvre effectivement quand je prends le bus et qu'on discute avec les lycéens qui sont déjà en terminale, tout ça. Je dis, ah, OK, donc inceste. Donc, ce qui se passe entre mon père et moi, c'est pas du tout normal. Alors qu'il m'a fait croire que c'était tout à fait normal, que c'était des relations normales entre un papa et une fille, que c'était normal qu'il me demande de lui faire des fellations, que c'était normal, même si c'était caché, c'était normal. Et là, je me dis, OK. Mais vous saviez quand même, de toute façon, au fond de vous, même plus jeune, qu'il y avait un problème, vu que vous m'avez dit que dès l'âge de 11 ans, vous vous êtes sentie orpheline. Oui. À la fois à cause de ce que vous faisiez subir votre père et aussi votre mère qui, du coup, quelles que soient ses raisons, ne vous a pas protégée à ce moment-là, en tout cas. On dit bien, toute couillon, mort Saint-Pierre. Donc, même si j'ai 11 ans et que mon cher père, il me dit, tu as déjà vu un père amoureux de sa fille. Donc, même si je n'ai pas grandi avec une figure paternelle, je ne suis pas complètement sotte, surtout s'il me dit il ne faut pas dire, il faut cacher. Oui. Voilà, donc je me doute qu'il y a quelque chose. Mais en bonne en enfant brillante et obéissante, j'obéis. J'obéis. Il n'est pas question de blesser ma mère, il n'est pas question de faire de vagues. J'obéis. J'obéis au doigt et à l'œil. Je suis obéissante. C'est ça, être une enfant brillante aussi. C'est ça, être une bonne enfant à cette époque. C'est obéir, point barre, quoi. Tu fais ce qu'on t'a dit de faire et avec le sourire, même si ça ne te plaît pas. Donc vous l'avez dit, vous avez attendu, vous avez fantasmé un père, un papa, mais est-ce que lui vous a un jour considéré comme sa fille ? Jusqu'à présent, jamais. Je peux même raconter, du coup, j'avais 9 ans à peu près, et je l'ai vu passer en voiture, et je l'ai poursuivi, tout ça, c'était à Rivière-Salée. Je l'ai appelé « Papa, papa, papa ». Il s'est arrêté avec sa bâchée, il m'a dit « Pas crier, mais papa, je ne suis pas ton père ». Mais pourtant, 2 ans après, peut-être que mes formes commençaient à se développer. Là, quand il a posé son piège, il a dit que j'étais sa fille. Tu as déjà vu un père amoureux de sa fille? Mais effectivement, quand j'ai porté plainte en 2002, et même quand il y a eu la confrontation devant le juge, et que le juge lui demande, alors, qu'est-ce que vous pensez de ce que raconte Madame Sainte-Rose? Il dit, c'est une belle histoire. Et il a fallu faire un test ADN en 2004, puisqu'il disait que j'étais pas sa fille, puisque donc du coup on décrivait ma mère comme une femme volage, et donc qu'il n'était pas mon père. Donc on a dû faire un test ADN en 2004, et je priais pour qu'il ne soit pas mon père, parce que je me disais, bon Dieu, vaut mieux être agressé par quelqu'un. Voilà, à la limite, ce serait peut-être moins difficile d'accepter. Mais malheureusement, le test ADN, 99,99, c'est bien votre père. Et sauf que jusqu'à présent, quand je croise des gens, soit à la mer ou dans d'autres circonstances, me disaient, oui, j'ai vu ton père, tout ça. Il dit que c'est pas que tu n'es pas sa fille. Donc jusqu'à présent, du coup, en 2025, même après
ces 10 ans d'incarcération, il continue à nier que, un, je ne suis pas sa fille, et puis deux, qu'il n'a rien fait, quoi. Donc... Oui. Alors justement, ce qui a mis un terme aux agissements de votre géniteur, c'est lorsqu'il a commencé aussi à s'occuper de votre grande sœur Elvire et qu'il a aussi commencé à abuser d'elle. D'ailleurs, votre sœur a eu 2 enfants avec cet homme, fruit de ses viols. Donc, paix à l'âme de ma sœur Elvire, hein, qui est morte du Covid il y a 4 ans, à 51 ans. Ça a été ma première sauveuse, puisqu'il a effectivement arrêté. Quand ma mère lui a dit « Mais tu t'occupes tout le temps de Fabienne, occupe-toi aussi d'Elvire. » Mais dans « Occupe-toi aussi d'Elvire », c'était pas viol aussi. Oui, c'était aussi prendre en charge son éducation, assume tes responsabilités paternelles. Voilà, donc Elvire, c'est pas sa fille, hein, du coup, puisque c'est sa belle-fille. Et puisque voilà, et elle était un peu plus âgée que moi, et du coup, donc quand il commence à développer une pseudo-relation beau-père belle-fille avec ma sœur, que du coup les agressions cessent avec moi. Et très vite, effectivement, ma sœur est tombée enceinte et ma mère, elle voyait rien, elle voyait pas, elle était vraiment... Elle s'est pas demandé qui était le père de ses enfants? Elle s'est demandé, elle a demandé. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai fini par dire, c'est moi qui ai dit à ma mère, donc ma sœur était enceinte, la grossesse était déjà assez avancée, je l'ai dit à ma mère. Et ma mère, malheureusement, a mis cette sœur à la rue. Donc voir sa sœur être à la rue enceinte, si ce n'est pas de la culpabilité, voilà, c'était horrible cette période-là. Et cette sœur-là, Elvire, quand on l'a fait, les juges lui ont demandé de témoigner. Hein, du coup, on l'a convoquée pendant le procès. On lui a demandé effectivement d'expliquer la relation qu'elle avait avec mon père. Et elle a dit, mais ça ne vous regarde pas, parce que du coup, elle n'a jamais pu dire à ses enfants en fait, qu'elle était sous emprise. Qu'ils étaient eux-mêmes fruits de viol. Elle est morte, elle n'a jamais pu leur le dire. Jamais. Parce que vous, effectivement, à l'époque, vous avez 18 ans, c'est votre petite amie de l'époque qui va rompre le silence et qui va raconter à votre maman ce qui vous est arrivé. Sauf que là, votre sœur étant dans cette propre situation avec ses enfants eus avec cet homme, on vous dit non, ne dis rien, Fabienne, parce que sinon, ça va tuer ta sœur. Donc, ce petit ami que j'ai pourchassé, on va dire même, que j'ai rencontré à la fac de droit. Qui va devenir votre mari d'ailleurs. Et voilà, mon premier mari. Et et quand il fallait passer aux choses sérieuses, hein, il n'y avait plus personne. Donc, OK, je le drague, machin. Et quand il dit, maintenant, faut qu'on passe au plan de résistance, je lui dis, non, je ne veux pas. Et donc là, je me suis confiée à lui et je lui ai raconté. Et donc, c'est lui, du haut de ses 23 ans, qui est allé voir ma mère. Et donc, qui a fait une réunion de famille et qui a raconté ce que j'ai raconté, parce que du coup, je n'ai jamais parlé avec ma maman. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Donc, tout ce qu'elle a su pendant le procès. Et ma sœur, elle refusait d'entendre cette vérité-là. Et elle dit, si tu portes plainte, si tu continues à parler, je tue les 2 enfants et je me tue aussi. Donc, vous imaginez bien qu'à 18 ans, il était hors de question que je me voie être encore complice. Comment, justement, vous avez vécu ce silence imposé? Imposé, en plus, par un chantage affectif de votre sœur que vous aimiez et que vous vouliez aussi protéger, quoi qu'il arrive. C'est un enterrement de plus, de ma personne de plus. Et donc, c'est pour ça que quand mon premier mari il a réussi au concours pour devenir avocat et qu'on est parti à Grenoble nous installer, je m'étais dit, partir, ça va peut-être m'aider à aller mieux. Mais ça a renforcé, en tout cas, le sentiment de mort-vivant. Je devais continuer à faire semblant. Et c'est ce que j'allais vous demander. Donc, vous partez, vous vous mariez à l'âge de 24 ans à Grenoble, vous l'avez dit. Vous avez déjà une fille, une grande fille d'une précédente union. Vous allez avoir 3 autres filles, justement, avec votre mari avocat. Vous m'avez dit, finalement, la maternité, c'est aussi ce qui a fait ressurgir le traumatisme. Mais là, cette fois, ça a été un tsunami. Comment ça s'est manifesté?
Donc déjà, dès la première grossesse, puisque du coup, je suis une mère précoce, vous aviez 20 ans, voilà, ça, je ne savais pas que être maman à 20 ans, c'était des maternités précoces. Donc 20 ans, je suis en première année de droit, tout ça. Donc déjà, rien que la vie intime que j'essaie de construire avec le père de ma fille aînée et après avec mon premier mari, rien que dans les moments d'intimité, mon père, il était là. Pour moi, j'ai jamais eu de relation. On était deux dans les relations intimes. On a toujours été trois. Mon père, il a toujours été là parce qu'effectivement, j'avais pas traité les traumatismes. Mais au moment dès la grossesse, du coup, les grossesses, mais effectivement, mon mal-être se décuplait et tellement les médecins ne comprenaient pas. Ils disaient, mais les bébés, ils vont bien, on ne comprend pas. Et c'est qu'à ma dernière grossesse, quand j'ai eu Aimé, en 2005, du coup, que dès les premiers mois, la sage-femme, elle s'est rendue compte et elle m'a posé la question. Et donc, j'ai pu lui dire qu'effectivement, j'avais été victime d'inceste. On a mis en place une psychothérapie adaptée pendant la grossesse. Mais c'était... Et en même temps, quand j'étais adolescente, je me disais, ah oui, je ne voudrais pas avoir d'enfants parce que je ne voudrais pas que mes enfants vivent ces choses-là. Donc, je ne voulais pas. Mais après, quand ces choses-là se sont arrêtées, je me suis dit, c'est fini, donc c'est fini, quoi. Donc, je pourrais avoir une vie normale. Mais non. Et ça se manifestait comment? C'est-à-dire, vous étiez déprimée, même après, quand les bébés étaient là, vous avez eu du mal à vous occuper de vos filles Comment ça s'est manifesté très concrètement? Donc, très tôt, du coup, j'avais l'impression, ou les personnes qui étaient en face de moi avaient l'impression que j'avais une double personnalité, une personnalité multiple, on va dire. Donc, je pouvais passer de la tristesse à la joie du jour au lendemain. Et c'est aussi pour ça que pendant plus de 10 ans, on m'a donné un traitement pour des troubles bipolaires. Donc, et en fin de compte, ce que j'ai appris, en tout cas, de mes lectures et de mes recherches, c'est que j'étais mal, donc, tous les mercredis après-midi, tous les week-ends, à chaque vacances, donc tous les moments où j'étais agressée, sauf qu'il y a un mercredi par semaine, un samedi par semaine. Donc, ça veut dire que j'étais souvent mal, mais je ne pouvais pas l'expliquer. Je ne savais pas, j'étais ignorante. Vous-même, en fait, vous ne savais pas, je ne comprenais pas, je subissais. Et c'est quand je suis arrivée à Grenoble que les choses se sont vraiment, du coup, décuplées. Et je ne comprenais pas. Je me disais, mais mince, je me suis éloignée, je ne le vois plus, je n'ai plus peur de lui. Ça devrait aller mieux. En plus, j'ai tout ce que je veux. Je suis avec l'homme que j'aime. Je vais me marier. J'avais tout pour être heureuse. Et malgré ça, j'étais une espèce de Madeleine sans fin. Et même mon premier mari, Georges Emmanuel, il n'en pouvait plus. Il a même dit, quand les gendarmes l'ont interrogé pendant l'instruction, qu'il était ma camisole de force. Donc, c'est lui qui m'empêchait de me suicider aussi. Parce que, voilà, donc même si je n'avais pas conscience, je ne comprenais pas pourquoi je voulais en finir. Voilà, c'était là, quoi. Mais en fin de compte, c'était à cause de tout ça. Donc, la honte... La honte, le dégoût. Tout ce qui n'était pas sorti aussi. Voilà, la honte, le dégoût. Pour moi, je n'avais pas le droit de vivre. Donc, Maître Georges-Emmanuel Germany, votre premier mari, qui entre-temps devient avocat et vous encourage à porter plainte une première fois en 1996. Il n'y aura pas de suite à cette plainte, vous n'avez pas de retour. Vous rentrez au pays en l'an 2000 et là, vous croisez votre père à de multiples reprises, ce qui pour vous est totalement insupportable. Donc, effectivement, je reviens en 2000 avec vos enfants, avec votre mes 2 enfants et enceinte de ma 3e fille, Dalanda. Et je me rappelle une fois, on allait à la mer à Sainte-Luce, toujours Sainte-Luce, avec ma belle-mère, Eliane, et mon premier mari, Georges-Emmanuel, et les enfants. Et je croise mon père et je me mets à pleurer, tout ça. Et ma belle-mère qui ne comprend pas, elle dit, mais pourquoi tu pleures, machin. Et donc, les gens ne comprenaient pas. Parce qu'à part votre mari, personne ne savait. Enfin, votre mari et votre mère, du coup, mais finalement, personne ne savait dans votre entourage. Voilà. Donc, même, du coup, ma belle-mère, elle ne savait pas. Sauf s'il lui avait dit, mais elle ne savait pas. Je ne pense pas qu'elle ne savait pas. Et donc, du coup, quand il a vu mon premier mari, que ça m'impactait autant, il m'a dit, Fabienne, porte plainte. C'est que comme ça que tu pourras te réparer et passer à autre chose. Il faut que tu... Donc, du coup, là, je prends une avocate
qui est maître Pascaline Jean-Joseph, et qui m'accompagne dans ce dépôt de plainte que, à chaque rendez-vous, à l'époque, on habitait aux Trois-Îlets, j'allais à son cabinet à Fort-de-France, je reprenais le bateau et quand j'arrivais au Trois-Îlets, je disais, en fin de compte, non, ne dépose pas. Donc, c'était très compliqué. C'est compliqué de porter plainte contre son père. Voilà, alors j'y viens. Donc ça, nous sommes en 2002. Vous redéposez plainte à l'aube de vos 28 ans car il y a prescription, c'est 10 ans. Oui. Or, comme les viols se sont arrêtés juste avant vos 18 ans, c'est aussi votre dernière chance pour que l'affaire soit instruite devant la justice. Sauf que vous l'avez dit, vous avez du mal à aller au rendez-vous. Devant les juges aussi, les mots ne sortent pas de votre bouche. Vous n'arrivez pas à raconter ce qui vous est arrivé. Donc, effectivement, donc je porte plainte avec l'avocate. Il y a des confrontations, effectivement, donc avec le juge Cantinol, et qui est revenu ici il n'y a pas longtemps. Donc, c'était le juge Cantinol qui était le juge d'instruction, il y avait mon père. Et malheureusement, à cette première confrontation, mon avocate n'avait pas pu être là. C'était une autre avocate qui m'accompagnait. Et du coup, je n'étais ni en sécurité, ni... Oui. J'étais livrée à moi-même avec mon cher papa agresseur à 30 Juste à côté. Donc, ça ne sortait pas. Donc, je disais, mon père m'a fait des choses. Moi, à 27 ans, je n'arrivais pas à dire le mot fellation, je n'arrivais pas à dire le mot viol, je n'y arrivais pas. Donc, je disais, mon père m'a fait des choses. Et quand je racontais, le juge, il se rendait bien compte qu'il y avait, que c'était... Donc, il avait correctionnalisé l'affaire, d'accord? Et donc, du coup, l'affaire était venue le 16 juin 2006, 16 ou le 19 juin 2006, devant le tribunal correctionnel. Et malheureusement, comme c'était prescrit, du coup, puisque c'était... on avait passé les 10 ans. Voilà. Et en fait, c'est grâce à ma mère. Voilà, parce que c'est elle qui a redéposé plainte. Voilà. Et ce cher brillant premier mari, c'est lui qui a trouvé... qui a trouvé l'astuce pour contourner. Et qui a dit à mon avocate, fais sa mère porter plainte. Une procédure qui n'est plus possible aujourd'hui, malheureusement. Mais en tout cas, c'est ma mère que j'ai longtemps détestée, longtemps haïe, qui a... Et celle qui vous a offert finalement un procès aux assises. Elle vous a demandé pardon d'ailleurs à l'issue du procès. Oui, pendant le procès, ma mère était... Aucune mère ne devrait vivre ça. Aucune maman ne devrait vivre... Elle a assisté à un film d'horreur. D'accord? Donc, heureusement que le procès était à huis clos parce que c'était vraiment terrible, horrible ce qu'elle découvrait. Et elle m'a demandé pardon. Et même quand l'avocat général a fait sa plaidoirie, il a dit, hein, mais vous vous rendez compte, c'est la maman qui demande pardon. Alors que le père, il ne reconnaît pas. De toute façon, lui, il dit, vous ne pouvez rien contre moi, je suis l'ami de Yves d'Assonville, vous ne pouvez rien contre moi. Donc ma mère, malgré sa vulnérabilité, malgré ses faiblesses, elle a reconnu ses manquements. Oui. Elle a reconnu qu'elle n'a pas été protectrice et que même c'est elle qui m'a mise dans les griffes de ce papa. Et elle s'en veut jusqu'à présent. Vous lui avez pardonné pour ça? C'est très récent. C'est très récent, donc c'est pour ça qu'on dit en créole pardon, pas qu'à Jerry-Boss. Donc tout le travail que j'ai fait avec l'AMVI, avec les psychiatres, tout ça, quand on parlait de pardon, je ne comprenais pas, quoi. Pour moi, c'était impardonnable, quoi. Et c'est un jour, en allant j'allais participer à un jury au tribunal donc pour Viva Voce, un truc comme ça. Et c'est en marchant près du tribunal que là, j'ai décidé, donc c'est vraiment quelque chose qui se décide, donc ça remonte à du coup 2021, de pardonner et à ma mère et à mon père aussi. Votre père aussi? Vous avez réussi? Oui. Et parce que malgré ces 7 ans de violence, d'accord, c'est pour ça que l'inceste, on vous dit que c'est un crime particulier parce que vous êtes agressé par quelqu'un que vous aimez et qui est censé vous aimer. Donc, c'est à cette ambivalence où je l'aime, d'accord, que je le veuille ou non. J'étais contente de découvrir que j'avais un père. Oui, je l'aime, ce papa-là. Et il m'a quand même fait subir ce qu'il m'a fait subir. Et c'est pouvoir accorder ces deux sentiments. Ces deux vérités. Voilà. Et si je n'avais pas été sa fille, et si je n'avais pas eu cette force-là, je n'aurais pas pu porter plainte contre lui et faire tout ce que je fais. Donc, je reconnais
la force, parce que je me dis, puisque je n'ai pas été la seule victime, puisque du coup, on avait fait une émission, effectivement, avec Alexandra Élisée, je crois en 2016, où on avait donné aussi son nom, et j'avais reçu plein de messages sur Facebook de filles qui me disaient qu'elles avaient été victimes de lui, qu'il était... Donc, je me disais, les 15 ans qu'il avait pris en cours d'assises, ce n'était pas que pour moi. Pendant toute cette période où ce n'était pas qu'un agresseur, c'était aussi un père, c'était aussi un professeur. Il m'a appris des choses et je ne vais pas retenir que le mauvais. Je pense que c'est la voie de la sagesse et des cheveux blancs. Mais il y a 10 ans, je ne parlais pas comme ça. Donc, toujours est-il qu'effectivement, votre père est condamné à 15 ans de prison une première fois en 2008, décision dont il fera appel. Il va également se pourvoir en cassation. Mais la Cour de cassation confirmera ce jugement. On l'a dit, votre père est un personnage public, il a de nombreux soutiens. C'est aussi clairement ce qui a freiné sa reconnaissance de culpabilité, selon vous? Freiner sa reconnaissance par rapport à lui? Oui, enfin, est-ce que les choses aussi peut-être ont pris du temps? Est-ce que les choses ont traîné? Est-ce que même le verdict est suffisamment en accord avec ce qu'il vous a fait subir à vous et aux autres? Puisque vous l'avez dit, vous n'êtes pas la seule victime. Comme je l'ai dit, c'est difficile de porter plainte, c'est difficile de parler de ces choses-là en justice ou ailleurs. Parce que quand le verdict il tombait, mon père, lui, il est entré en prison, mais moi aussi, je suis rentrée en prison. À chaque fois que la condamnation, le juge donnait... à chaque fois qu'il y avait un verdict, un délibéré... Voilà, donc, parce que du coup, il énumérait les chefs d'accusation. Voilà, et à chaque fois, mais c'était comme si c'était moi qui rentrais en prison. Donc, ce procès-là a fait, malheureusement, pour moi, encore 2 victimes, parce que ça n'est jamais un plaisir d'avoir un parent incarcéré. Et du coup, les médecins aussi m'ont expliqué que c'était normal que je ressente la culpabilité d'être allée au bout, mais je n'avais pas le choix d'aller jusqu'au bout parce que je suis allée au bout de ces procédures-là. C'était pas pour moi, parce que les agressions avaient cessé. Donc, j'étais plus violée, mais c'était pour mes enfants. Parce qu'on vous dit que si vous ne réglez pas ces questions-là, ça se reproduit. Si vous ne dénoncez pas, les prochaines victimes, ce sont vos enfants. Donc, je suis allée au bout de cette guerre. C'était pour protéger, et c'est pour protéger mes 4 filles. Mais vous n'attendiez pas du tout aussi une forme de réparation pour vous-même? Ne serait-ce que déjà une forme de reconnaissance de ce que vous aviez vécu? De réparation, ça c'est ce qu'on m'a vendu. Oui, et finalement ça s'est pas passé comme ça. Mon cher premier mari, Georges Emmanuel, il m'avait dit, mais si, porte plainte, tu verras, ta vie va changer, ça va aller mieux. Et j'y ai cru. J'y ai vraiment cru, et c'était aussi pour moi une façon de fermer aussi. C'était pas de tourner une page, mais de fermer vraiment un livre. Et en fin de compte, non, c'était juste tourner une page. Et au moins, ce que ça m'a apporté, j'ai envie de dire, j'ai été joyeuse quelques secondes, on va dire le 22 février 2010, quand effectivement la Cour de cassation a débouté. Donc je me suis dit, ouf, enfin, je n'aurai pas à revivre de nouveau un procès. Oui. Mais c'est le seul moment où j'ai été contente, c'est de me dire que je n'aurais pas revivre ça. Mais sinon, à aucun moment, je n'ai éprouvé de la joie pendant ces pages judiciaires. C'est une guerre. On peut pas, quand on va en justice, on va en guerre. Une guerre qui a failli vous coûter la vie, puisque vous me l'avez dit, ensuite vous avez multiplié les tentatives de suicide aussi pendant des années. La dernière remonte à il y a 13 ans. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre esprit à ce moment-là? Le procès était passé, il a été reconnu coupable, il a été incarcéré, les abus à votre égard avaient cessé. Vous qui aviez déjà traversé tant de choses, qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, vous avez envie de lâcher la rampe? Ce qu'il faut bien noter et ne pas oublier, c'est que les petits garçons et les petites filles qui sont victimes de violences sexuelles dans l'enfance développent les mêmes troubles que les personnes qui ont fait la guerre, qui ont échappé à des génocides, qui ont échappé à des tentatives de meurtre. Donc, on souffre de PTSD, donc de troubles post-traumatiques. Donc, en dehors du contexte, il y a une vraie maladie, qu'on le veuille ou non, des suites de ces violences-là.
D'accord? Et cette maladie-là, c'est les troubles post-traumatiques et non les troubles bipolaires. Oui. Et tant qu'ils n'avaient pas été traités, ce qui était le cas, puisqu'il m'a fallu attendre mars 2012, soit 2 ans après son incarcération, Pour qu'on pour pose le tomber effectivement le sur le bon docteur diagnostic. Debien, qui Voilà. m'a dit effectivement que je ne souffrais pas de troubles bipolaires, mais effectivement de PTSD. Donc, c'est parce que je n'étais pas bien traitée. Oui. Je n'avais pas les bons traitements. Et c'est pour ça que les tentatives de suicide, elles ont augmenté et elles se sont amplifiées. Et surtout parce que mon cher papa, comme il était incarcéré, il continuait à me faire peur, à faire pression, parce qu'il s'agit quand vous dénoncez un crime, vous êtes la cible. Donc, j'ai eu des menaces de mort. Et il passait par ma mère et il donnait des messages à ma maman par des gardiens de prison qui venaient dire à ma mère, où il dit à Fabienne qu'on n'a pas fini avec elle. On n'a pas fini avec elle. Donc, j'avais ces menaces, cette épée de Damoclès, ces menaces de mort sur la tête. J'étais aussi dans une procédure de divorce difficile. J'avais mes 4 enfants en bas âge. Et comme Lio, je ne sais pas si vous avez vu passer cette affaire, quand Lio a dénoncé Trintignant, le meurtre de elle Marie était Trintignant. blacklistée. C'est vrai. Ben, moi aussi. 2009... 2009, j'avais une petite boîte de production que j'appelais la CAP, la Caribbean Amazon Production. Donc, j'étais j'étais documentariste, donc j'étais dans cet univers. Et une fois que mon père était condamné, toutes les portes se sont fermées. Le téléphone n'a plus sonné. Toutes les portes se sont fermées. Donc, mes demandes de subvention au 10 conseil régional qui était dirigé par l'époque par les indépendantistes, parce que mon père, c'est un membre fondateur du MIM, donc par ses de la SOPAMA. ses amis politiques. D'accord, donc c'est quand même tout ça. Ce que j'ai appris quand j'ai créé l'association, ou un petit peu avant, je ne me rappelle plus, parce que du coup, mon père, il avait un comité de soutien. Oui. Donc, il n'est pas venu seul pendant ces procès-là, il est venu accompagner. Aujourd'hui, on voit que ce sont les victimes qui sont parfois accompagnées d'associations. Mais à l'époque, il y a une association qui s'est montée par mes autres frères et sœurs, donc du côté de mon père, pour soutenir, pour défendre mon père. Et les journalistes aussi étaient là pour mon père. Donc ça aussi, il fallait pouvoir le digérer, l'avaler. C'était compliqué, hein, du haut de vos... J'avais 34 ans, voir ma vie défiler alors que normalement c'est un huis clos. Quand le France-Antilles vous écrit dans le journal l'ex-épouse de Maître Germani, tout le monde sait qui est l'ex-épouse de Maître Germani. Donc il y a plein de choses qui n'ont pas été respectées et ma sécurité n'a pas été assurée. Donc je me suis vraiment retrouvée comme de la chair à canon. C'était très, très difficile. Et j'ai pu compter, du coup, sur une garde très rapprochée, d'accord? Donc, avec ma mère, effectivement, avec mes filles, mes 2 premières filles qui savaient, et puis, on va dire, mon avocate, Pascaline, qui était au courant, et puis mes amis, que je peux compter sur les doigts d'une main, qui étaient là et qui sont toujours là. Et qui sont toujours là. Et aussi, du coup, on l'a dit, peut-être ce médecin qui, pour la première fois, a posé le bon diagnostic de troubles psychotraumatiques. Vous avez ensuite, du coup, entamé aussi une lente reconstruction à travers l'hypnose, les groupes de parole, la méditation, les arts martiaux, le damier aussi, peut-être plus surprenant. Je suis vraiment très reconnaissante d'être là aujourd'hui, ce 9, ce 10, ce 11, je ne sais pas quel jour on est, décembre 2025, parce que là, je suis en train de vivre après ma mort. Parce que ce 4 décembre 2012, où j'ai vraiment tout bien préparé, d'accord, pour en finir avec cette vie de merde que je menais, je n'étais pas censée vivre. Donc, j'ai eu ce dernier réflexe, même après avoir pris tout ce qu'il y avait dans la pharmacie, d'appeler ce médecin, ce docteur Debien, qui a fait venir effectivement les secours, le docteur Cross. Et du coup, j'ai dû être hospitalisée d'office. Oui. Donc, c'est comme si vous étiez incarcéré et comme vous êtes hospitalisée d'office. Et à cette époque-là, j'ai été mise à l'unité 72. Qui était un service, qui était encore au 1C, qui était un service de Colson. Et quand je me suis réveillée, parce que du coup, pendant près d'une semaine, j'ai aucun souvenir. Donc, je ne sais pas comment j'ai été lavée, je ne sais pas. Donc, j'ai cette grosse amnésie-là
qui me peine aussi, du coup, parce que du coup, à chaque période, donc dès que décembre arrive, c'est la merde. Donc, j'ai malheureusement fait subir ça aussi à mes filles. Donc, elles m'ont vu, dès que décembre arrivait, ben, elles n'avaient plus de mère. J'arrivais pas à organiser les fêtes. Voilà, c'était pas la joie. Donc, elles ont subi vraiment ça. Et grâce au docteur Debien, qui a pu effectivement me envoyer les secours pour me faire hospitaliser. Et quand, une semaine après, je me réveille et je dis, mais qu'est-ce que je fais là? Je veux aller à l'UAD, donc à l'unité anxiété-dépression, puisque c'est là que je devais aller, puisque normalement, j'étais hospitalisée déjà la veille, le 3 décembre. Et comme j'étais en crise et qu'on ne m'avait pas donné une chambre seule, ben, j'ai pris toutes mes affaires et je suis partie. Et vous êtes partie. Et j'ai organisé les choses pour en finir avec la vie. Et quand j'ouvre les yeux, on me dit, de toute façon, j'ai dit, je vais aller à l'UAD. On m'a dit, non, non, de toute façon, tu montes à Colson, tu ne peux rien faire, c'est la guerre entre Colson et le CHU. Donc, encore une fois, je me retrouve prisonnière, piégée d'un système. Donc, ça aussi, ça vous fout les boules et ça vous met en colère. Mais ça vous a aussi sauvé la vie à ce moment-là. Oui, on va dire ça. Alors, je vous pose une question parce que je sais que vous êtes très ancrée dans votre foi, Fabienne. Est-ce que justement, cette fois-là, vous y avez vu aussi peut-être un signe que non, justement, votre heure n'était pas venue et qu'il fallait arrêter d'essayer et qu'il fallait encore s'accrocher un petit peu dans cette vie? Moi, c'est que c'est pas moi qui sauvé, moi, c'est Dieu qui a mis sa main là. D'accord? Parce que vu le cocktail que j'avais fait, quand je dis que je vis après ma mort, je vis vraiment après ma mort. Et cette incarcération, cet internement d'office que j'ai subi, eh bien, j'ai vu défiler des psychiatres à Colson. Il a fallu, c'est un psychiatre africain, dont je ne connais pas le nom du tout, que j'ai pu convaincre, d'accord, qui m'a laissé sortir pour que je puisse poursuivre l'hospitalisation à l'Anscola. Mais pendant ces quelques jours à Colson, j'ai prié. Je priais. À chaque fois que j'avais un peu de lucidité, je priais et j'écrivais, d'accord? Parce que j'avais une médication bien carabinée. Et on est des zombies quand on est à Colson, en tout cas à l'époque. Je ne sais pas si aujourd'hui, à Montgoville-Saint, les choses ont changé. Mais en 2012, j'étais un zombie. J'étais même avec des personnes qui avaient commis des crimes. Donc, c'était un seul mélange de gens et de personnes, c'était une merde totale, quoi. Donc, revenir de ça, elle me dit, si ce n'est pas la main de Dieu, je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, non seulement vous en êtes revenu, mais en plus de ces épreuves, vous en avez tiré du courage que vous mettez au profit des autres. Vous êtes aujourd'hui la présidente de l'association 1001 victimes d'inceste et de traumatisme, fondée en février 2014. Un groupe ouvert aux femmes et aux hommes, précisons-le, de 18 ans et plus, qui ont été victimes de viol ou d'inceste dans l'enfance ou même à l'âge adulte. Vous avez reçu plus de 2500 appels de personnes concernées en 7 ans. On le sait, les cas d'inceste et de violences sexuelles sont en augmentation sur notre territoire, selon d'ailleurs les derniers chiffres qui ont été communiqués en novembre 2025 par l'Observatoire des violences envers les femmes. Vous m'avez dit d'ailleurs que l'enfance n'a jamais été sacralisée sur notre île et que c'est aussi ce qui explique qu'il y ait plus de violences sexuelles chez nous. Qu'est-ce que vous entendez par là? Merci de me donner l'occasion d'aborder ce sujet. Pour mes 50 ans, mes enfants m'ont offert un voyage retour au Sénégal. Et c'était un des voyages que je rêvais de faire. Et quand je suis arrivée et au Sénégal et sur l'île de Gorée, donc quand vous savez les choses de façon théorique, c'est quelque chose, mais quand vous les vivez, quand vous entrez dans l'espace, dans les cages, dans les loges, je ne sais pas comment ça s'appelle. Quand vous rentrez, quand vous vivez, vous revivez les choses, c'est là que j'ai pris la mesure du crime, d'accord? Et malgré tout ce qu'on me fait, malgré tout ce qu'on m'a fait, je ne suis pas une adepte des gros mots, mais j'ai appris à l'île de Gorée à dire mon premier gros mot, c'est « fils de pute ». D'accord? Parce que c'est aussi quand j'ai vu ce qui est écrit, on vous explique bien que ce sont des enfants. Donc, ce sont des enfants qu'on a déportés en Martinique. Des jeunes garçons, des jeunes filles. Sur les bateaux négriers. D'accord? Et leur maman, leur papa étaient envoyés plutôt aux États-Unis et dans les grandes îles. Mais du coup, ce sont des enfants. Donc, la France a raison de se demander, mais
pourquoi aux Antilles, il y a plus de violences sexuelles sur les enfants. Donc, c'est parce que c'était légal pendant 400 ans. Il ne faut pas oublier que le Code noir, même Béraud, il n'y a pas si longtemps, qui a dit il faudrait qu'on, je ne sais plus comment, il faudrait l'abroger, ce Code noir, 2025, d'accord? Donc, en 1848, on libère 28 000 esclaves, c'est 28 000 survivants. Et de violences sexuelles, parce que c'est facile de dire esclavage, mais derrière esclavage, il y a tout ça. Il y a les viols. D'accord? Les femmes, les hommes étaient considérés comme des bestiaux. Donc, il y avait cette obligation de se reproduire aussi. D'accord? Donc, j'ose espérer qu'en 177 ans, les choses se sont améliorées et que le Mampakanouri Chouval, Boba officier monté, c'est quelque chose de révolu. D'accord? Que grâce à l'éducation, grâce à l'évolution des lois aussi, parce on discutait tout à l'heure donc de l'évolution des lois des femmes, mais les enfants aussi. Sur les droits des enfants. Voilà, en Martinique, l'enfant, OK, on critique les maîtres, les machins, mais le parent martiniquais, il faut qu'il se remette en cause. Il faut qu'ils se remettent en cause, le papa, la maman martiniquaise. C'est revoir aussi peut-être toute la chaîne d'éducation, alors sans doute en réparant justement des traumatismes hérités depuis longtemps. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les associations disent « ouais, une victime sur 10 seulement porte plainte ». Quand il y a une condamnation, qu'est-ce qui se passe? Quand les petites filles parlent, les petits garçons parlent, qu'est-ce qui se passe? Parce que ces enfants, ils ont des mamans, ils ont des papas. Ben, ma mère, elle fait partie de ces 10%, de ces rares mamans qui croient et qui ont cru. Donc, ça veut dire que 90% des mères martiniquaises qui ont été au courant des violences que leurs enfants subissent, ils ont fait major lio, ils ont allé à la prison, ils ont soutiré. Je ne les critique pas, je ne les juge pas. Mais si on veut faire les choses évoluer, on a à se regarder en face et pour améliorer les choses. Moi, ce n'est pas de la critique parce que je ne jette même pas la pierre à ma mère. D'accord? Il n'y a aucune maman. C'est difficile de voir, de repérer. Mais il est important de se remettre en question pour inverser la courbe et pas toujours remettre l'excuse à l'héritage colonial, l'héritage esclavagiste. C'est aujourd'hui, il y a qui ça nous qu'a fait. Donc, c'est pas parce que yo prend nous pendant 400 ans, violer nous, que non, aujourd'hui, quel papa, quelle maman je veux être. C'est ça la réalité. C'est ça. Et assumer d'aller jusqu'au bout, de prendre la parole et d'assumer les conséquences qui vont avec. Tout à fait. Alors, vous faites également partie depuis l'année dernière de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, la Civise. Vous avez d'ailleurs repris en 2019 vos études pour exercer un nouveau métier, celui de médiatrice en santé père. En quoi consiste ce métier exactement et votre rôle justement auprès de la Civise? Comment vous mettez ça au profit de la Civise? Donc, 45 ans, je reprends les études, veille du Covid. Ce métier, je l'ai découvert sur les réseaux sociaux, donc on sait qu'il y a des bons et des mauvais côtés sur les réseaux sociaux. En tout cas, Google m'a montré cette voie, puisque je n'arrivais plus les portes étaient fermées pour ma boîte de production. Donc, il fallait que je me réinvente, me réoriente surtout, et parce qu'après cette dernière tentative de suicide-là, mon cerveau était en miettes, hein. Là, je dis à mon capable, il m'a arrivé à faire phrase, mais je peux vous dire qu'en 2013, 2014, c'était pas ça, quoi. C'était pas ça. Donc, c'est vraiment tout ce travail de réparation, dentelle, comme de la dentelle, jour après jour. Et 2017, je découvre ce nouveau métier donc, sur les réseaux sociaux. Je fais une demande, tout ça. Et je me bats pour que ce soit pris en charge parce que du coup, c'est une licence pro en alternance où vous passez une semaine à la faculté de médecine de Bobigny et 3 autres semaines sur le terrain, donc à l'hôpital. Donc, comme 2017, c'était juste un an après la création de SOS Crise, les personnes avec lesquelles j'avais créé SOS Crise ne voulaient pas me voir m'éparpiller, reprendre mes études. Il fallait que je reste focus sur SOS Crise, me donner corps et âme 24 heures sur 24 et ne pas me... Vous disperser, on va dire ça? Ne pas me réparer, ne pas gagner en autonomie, parce que c'était ça la réalité. D'accord. Tellement, j'ai un prétendant qui m'a dit « Mais tu n'es pas une bénévole de SOS Crise, tu es l'esclave de GL. »
Tu es l'esclave de GL. Alors, on va en parler un tout petit peu après de SOS Crise. Donc, 2019, pourquoi j'en parle, pourquoi tout est lié? C'est parce que j'ai dû me battre. D'accord? J'ai dû me battre et le directeur de l'époque de l'ARS, c'est lui qui a fait pression sur le président de SOS Crise et le trésorier pour leur dire si vous n'embauchez pas Fabienne Sainte-Rose, puisqu'elle vous a aidé à créer Vigilance, elle vous aide à monter le 3114, elle vous a aidé à monter le CRP, Centre régional de psychotrauma. Si vous ne l'aidez pas, je lui ai demandé de démissionner de SOS Crise. Donc, il a fallu que le directeur de l'ARS de l'époque se mouille. Toujours est-il que donc il a bien fait, puisque donc vous avez mené ces études à terme et donc embrassé ce nouveau métier de médiatrice en santé père. Avec la commission de la Civis, vous travaillez notamment sur la justice restaurative. Vous m'avez expliqué que, alors ça pour le coup c'est bénévole, nous sommes d'accord, et les conditions de travail ne sont pas toujours optimales, dirons-nous. Est-ce qu'aujourd'hui justement il manque une vraie volonté politique pour mettre un coup de pied dans la fourmilière ? Je pense que depuis 2021, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est après effectivement la sortie du livre de Camille Kouchner que le président, d'accord, il a eu le courage de créer cette commission, d'accord. Il a eu le courage, il a entendu Camille, mais ça veut dire qu'il a aussi entendu les autres associations qui se battaient depuis plus de 20 ans. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'association qu'on appelle aujourd'hui Face à l'inceste, elle s'appelait à l'époque AIVI, l'Association internationale des victimes d'inceste, qui a été cofondée aussi par une Martiniquaise, qui s'est malheureusement suicidée 6 mois après la création. D'accord? Donc, 2019, je reprends les études, ce qui me permet effectivement de voir les choses sous un autre angle, de rencontrer de nouvelles personnes. Et quand en 2021, Emmanuel Macron décide de créer cette commission-là qui est importante. C'est à ce moment-là que Karine Mousseau... et d'autres cousines, effectivement, ont dénoncé les agissements. Alors que Karine, elle participait déjà à nos actions depuis 2014, mais ce n'était pas évident pour elle, en tant que femme publique, femme politique, de prendre la parole. Donc, au moins, en 2021, ça a eu ce bénéfice-là. Il y a des personnes qui sont venues à l'AMVI grâce à son témoignage en disant si une femme publique, une femme politique ose, je peux venir. Donc, effectivement, j'ai envie de dire que même si le métier de médiatrice en santé, on va dire que c'est le diplôme, je l'ai eu en 2020, mais en fin de compte, je le pratiquais, ce métier, depuis 2014, depuis la création, effectivement, de l'AMVI. Parce que du coup, c'est de la paire aidant, c'est de l'entraide. C'était à la base bénévole entre personnes concernées pour faciliter et le dialogue avec les professionnels de santé, mais le dialogue aussi avec ses proches. C'est faire le lien, en fait, aussi. Faire le lien. Parce qu'à ma dernière hospitalisation, donc déjà, comme on avait créé l'AMVI en 2014, on était 7 survivantes de l'UAD. Et j'étais la seule à avoir parlé de mes problèmes d'inceste avec les soignants, alors que les filles qui étaient là, elles ne l'avaient pas fait. Elles étaient là pour des tentatives de suicide, des tentatives d'infanticide, des tentatives... Elles n'avaient pas parlé de leur... En fait, elles n'avaient pas expliqué de pourquoi aussi elles en étaient arrivées à ces gestes-là. Et donc, je leur ai expliqué. Donc, j'ai trouvé des mots simples en disant que nous, c'est comme si on est une voiture et qu'à chaque fois qu'on fait une tentative de suicide ou machin, quand on va à l'hôpital, on change la carrosserie, on met un petit coup de peinture et puis on retourne. Sauf qu'on n'a pas travaillé sur le moteur et c'est ça qui bloquait. Donc le moteur, c'est notre cerveau et c'est le trauma. Et c'est en leur permettant de se confier effectivement sur les violences originelles que effectivement les thérapies adaptées ont pu se mettre en place, donc avec les groupes de parole, donc de personnes concernées, avec des thérapeutes formés au psychotrauma. Donc le T de l'AMVI, je l'ai rajouté en 2017 parce qu'effectivement... Oui, le terme de traumatisme était c'est important. Sinon, on a fait carrière de victime. Si on ne traite pas le psychotrauma, nous cachons aiglot en panier. Et traiter le psychotrauma, c'est effectivement les groupes de parole entre pairs, être accompagné par des professionnels formés au psychotrauma, que ce soit des médecins généralistes, des psychiatres, des psychologues, de la méditation en pleine conscience. Et le médecin qui, en 2013, m'a poussé à créer l'AMVI, m'avait invité aussi à faire un art martial. Et je savais l'importance que ça avait parce que du coup... j'ai quitté, j'avais commencé à faire du karaté en 2006 et quelques temps après, effectivement, je me suis séparée
de mon premier mari. Donc, ce qui permet, l'art martial permet de se sécuriser soi, d'avoir des valeurs. Parce que du coup, quand vous avez été maltraité dès l'enfance par les personnes qui étaient censées vous protéger, eh bien, vous ne savez pas faire. Donc, avec les arts martiaux, que ce soit le karaté, mais en même temps, j'ai fait karaté et damier en même temps. Vous m'avez dit aussi du damier. Et donc, en 2006, je me suis mise au damier et au karaté, donc avec l'esprit damier. Donc, j'ai cofondé l'esprit damier avec mon premier mari et Léon Désert. Et j'avais mis, en fin de compte, toute la famille dans le damier. Et ce qui est important, c'est apprendre à se sécuriser pour être respecté et ne pas compter sur les autres. Parce que souvent, moi, avant ça, je comptais sur mon mari pour me protéger. Je pensais que l'alliance aurait suffi. C'était l'armure. Voilà, donc c'était les autres qui me protégeaient. Mais aujourd'hui, on me dit que je fais peur. J'ai dit, mais j'espère, mais je ne mange personne. À partir du moment où on ne m'agresse pas, je ne riposte pas. Alors j'aimerais qu'on aperçoive la dernière photo de cette émission, celle où vous êtes avec vos filles, vos 4 filles, parce que vous l'avez dit, ce sont elles aussi qui vous ont sauvées. Elles ont appris votre histoire vers l'âge de 11 ans. Aujourd'hui, comment elles composent avec votre histoire? Vous disiez aussi que vous avez mené tout ce combat pour les préserver de ce que vous avez vous-même vécu quand vous étiez enfant. Bon, aujourd'hui, on peut dire que vous avez réussi justement aussi ce combat-là. On peut dire que c'est un succès. Mes enfants sont aussi des survivants de Fabienne Sainte-Rose. Parce que c'est difficile de vivre avec une maman qui fait des tentatives de suicide, une maman qui passe 6 mois par an en hôpital psychiatrique. C'est difficile d'être au couvent et d'apprendre dans les nouvelles que votre grand-père est en prison et qu'on vous harcèle au couvent. On vous dit « Ah, ton grand-père est en prison ». Donc c'est difficile d'être la fille de Fabienne Sainte-Rose. Mais mes enfants, je leur tire mon chapeau. Mon aînée, elle a 31 ans, elle vient de créer son agence de cybersécurité, on va dire ça comme ça. Ma cadette, elle a 27 ans, elle a fait des études de cinéma, elle est scénariste. Ma 3e fille, c'est Dalanda. Dalanda, ça veut dire la femme qui a le pouvoir, qui inspire le respect, qui a l'autorité. Elle est médecin, elle vient de commencer son internat ici. Et ma dernière petite, Aimée, mon Aimée chérie, qui est fragile aussi, parce que mes 4 filles sont fragiles, parce que quand vous êtes fille de survivante, vous avez aussi quand même une certaine fragilité. Et quand on est fragile, eh bien, on se protège. On se protège, donc avec des carapaces. Donc quand j'ai créé l'AMVI, je disais aux filles de l'AMVI, aux garçons de l'AMVI, on est l'armée des tortues, mais mes filles et moi, nous, on est... Je disais aux prétendants qui essayaient de me faire la cour, je leur disais, attention, mes filles, ce sont des dragons, elles ne vont pas vous laisser vous approcher de moi. Il y a un prétendant qui m'a dit, mais sauf que toi, tu es la mère dragon. Donc, on est des dragons, effectivement. On doit se protéger, puisque c'est personne qui va nous protéger. Et j'ai envie de dire pardon aussi à mes filles, vraiment pardon, parce que j'ai vraiment pas été une bonne mère, même si ce n'était pas de mon fait. Je leur demande vraiment pardon et j'espère et je salue leur courage et leur amour de la vie, parce que mes enfants aiment la vie, même si ma dernière, elle est un peu plus fragile. Et je vous disais tout à l'heure aussi que encore là, elle est suivie parce qu'elle a fait aussi une tentative de suicide après un harcèlement au couvent. Elle est aussi suivie pendant ses études au CMP, à l'université, tout ça. Et voilà, nous restons fragiles, mais pas faibles. Non. Fragile mais forte à la fois. Voilà. C'est tout à fait fragile mais pas faible, comme disait Taubira. Merci beaucoup Fabienne Sainte-Rose. Merci infiniment d'avoir partagé votre témoignage sur ce plateau et d'avoir partagé beaucoup de votre force et de votre détermination avec nos téléspectateurs. Infiniment merci. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Il me reste à vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine.